dimanche 2 juin 2013. Merci de votre attention. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. 5e ticket à Tokyo. Belle moisson économique et diplomatique pour le Sénégal. Le patronat japonais, la Banque mondiale et la FAO soutiennent le Sénégal dans ses orientations. Agriculture, énergie, infrastructure. Dans ce journal, focus sur les volontaires japonais au Sénégal et certains fruits de la coopération. Par contre, pas de coopération très humaine avec les albinos, bannis, stigmatisés et persécutés. Ils sont de plus en plus mal dans leur peau. Victimes de pratiques mystiques, quel refuge pour ces albinos? À suivre cette enquête dans leur univers. Et puis Balla Gaye 2, toujours roi des arènes, le lion de Guédiawaye a défait son adversaire Tapha Tine en moins de 2 minutes de combat. Le lion a bouffé du géant au pied d'argile. C'est une très belle moisson pour l'État du Sénégal. Le patronat japonais, le secteur bancaire et les institutions financières internationales décident de soutenir la politique économique du chef de l'État. Premier acte posé pour accroître le volume des investissements au Sénégal sont ciblés l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Par exemple, la FAO va mettre 9 milliards CFA sur les semences certifiées et la modernisation de l'agriculture. De nos envoyés spéciaux à Tokyo, Pape Saho, Dibigay et Pape Birambigay. C'est une journée marathon qui se dessine au terme d'intenses moments d'échange avec une ouverture sur l'Afrique. Le leadership du chef de l'État a permis d'attirer les investisseurs japonais qui ont pris la décision de venir investir au Sénégal et jouer un rôle important dans la croissance économique. La plus grande organisation patronale du Japon, le Keidan Rein, est prête à lancer la grande offensive d'investissement au Sénégal. Et c'est grâce à un climat des affaires favorable et une bonne gouvernance conduite par le chef de l'État. Nous avons été d'accord avec Monsieur le Président pour dire qu'il fallait agir ensemble pour que les entreprises japonaises, pour que le secteur privé japonais aille travailler, aille s'implanter au Sénégal. Le patronat japonais s'investit, les banques s'y collent, à l'image de la Japan Bank for International Cooperation. L'institution bancaire va mettre en place des financements pour la réalisation de plusieurs projets dont des secteurs porteurs de croissance. Donc, l'Espagne n'a pas beaucoup travaillé avec les pays de cette région, mais maintenant nous sommes prêts à payer nos efforts, faire des efforts pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons chercher la possibilité et des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. On va prendre contact avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur qui est à Tokyo, pour concrétiser les projets et d'aider. L'Organisation du commerce extérieur du Japon vient aussi appuyer la politique économique du président de la République. Près de 150 hommes d'affaires japonais ont tenu un séminaire pour identifier leurs zones d'intervention en prélude à la visite du président Macky Sall au Japon. Les résultats issus de cette rencontre ont été exposés au chef de l'État. Cette réunion consiste à développer la manière de consolidation de liens, notamment les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Japon. Donc, dans ce cadre-là, j'ai évoqué les problèmes majeurs pour les entreprises japonaises qui souhaitent s'installer, bien qui souhaitent investir au Sénégal. Son Excellence, Monsieur le Président, m'a répondu sur certains points, notamment dans les problèmes que nous avons évoqués. La question de l'instabilité politique n'est pas concernée dans votre pays.
Et également, au Sénégal, la transparence de législation est bien garantie. Donc, il n'y a pas de problème de ces catégories. Très récemment, nous avons organisé un séminaire sur investissement au Sénégal. Le séminaire a accueilli 150 personnes. Alors, je considère qu'il y a une remontée des intérêts au sein des entreprises japonaises pour investir au Sénégal. Autre fait marquant et non moins important, l'implication de la FAO dans la politique agricole du chef de l'État. L'amélioration des semences certifiées et la modernisation de l'agriculture restent une priorité pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 9 milliards de francs CFA sont prévus pour accompagner le processus. La discussion a porté principalement sur la coopération très dense entre le Sénégal et la FAO, mais qu'une directrice générale a la volonté de renforcer et de diversifier. Donc, le président lui a parlé notamment de la question des semences améliorées et d'autres formes d'appui. Et la question de 20 millions de dollars a été évoquée. Et là aussi, il y a une convergence de vue tout à fait parfaite sur cette question. Un engagement très fort pour non seulement satisfaire cette demande, mais également faire beaucoup d'autres choses. To start a project worth $20 million in Senegal for seeds, certificate seeds, especially for rice and maize. Toujours en marge de cette TICAD 5, la France a réitéré son engagement de soutenir encore plus les efforts de développement du Sénégal. Il s'agit d'aller encore plus loin dans une coopération bilatérale aux multiples facettes. Développer l'activité économique sur le littoral, dans les parcs naturels, sur l'énergie, sur l'agriculture. Et nous sommes en train justement de rediscuter de ce qu'on appelle le document cadre qui fixe les règles et les grands principes et les projets que nous allons financer dans les prochaines années. Et nous espérons bien signer ce document avant l'été à Dakar. Après une journée marathon, le chef de l'État a pris part au banquet officiel offert par le Premier ministre japonais aux côtés de ses pairs chefs d'État. Des retrouvailles entre dirigeants africains pour approfondir la réflexion autour du nouveau type de coopération Afrique-Japon qui s'inscrit dans une volonté clairement affichée de faire du continent une puissance émergente afin d'intégrer le quota des grands décideurs de ce monde. L'Afrique peut désormais compter sur le Japon pour un développement inclusif et peser lourd sur la balance de l'économie mondiale. Soutien aussi de la Banque mondiale pour que le Sénégal puisse restaurer son équilibre économique à travers un programme de financement. L'institution salue le mode de bonne gouvernance instauré par Macky Sall et la transparence établie dans la gestion des affaires publiques. Écoutons le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. We had a very wide-ranging discussion. First of all, le président de la Banque mondiale a eu des entretiens sur un certain nombre de questions, des questions stratégiques, des questions non seulement liées au Sénégal, mais également à la sous-région. Il a félicité le président Macky Sall pour la gestion macroéconomique du Sénégal d'une part, et d'autre part, il a également félicité le président Macky Sall pour son engagement dans la question malienne et l'appui que le Sénégal a apporté à la résolution de cette question. Il s'agit également de discuter des questions de long terme qui affectent l'économie sénégalaise, particulièrement l'augmentation de la production agricole, comment est-ce qu'on pourrait aider pratiquement à augmenter la production agricole et la productivité du secteur agricole, la question de l'énergie. Et il a tout particulièrement voulu féliciter le président Macky Sall pour sa décision de vouloir établir un système de couverture universelle. Et ceci, lui, en tant que docteur de profession, et c'est quelque chose qui tient tout à régler de manière pratique. Il s'est également engagé à visiter le Sénégal d'ici la fin de l'année 2013. Ce sera l'occasion pour lui de pouvoir avoir un suivi sur ces questions très pratiques qui ont été discutées aujourd'hui. Il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse du rôle du secteur privé, qu'il s'agisse d'agriculture. Ce sera une occasion de faire le point. Et une fois encore, il souhaite remercier le président Macky Sall pour son rôle au niveau régional. For even more help in thinking about development solutions that will work for the entire region.
And so we look forward to visiting Senegal and working on those issues with the President Macky Sall and also with all of the people of Senegal. Merci beaucoup pour toute la population du Sénégal, pour Mactar Diop, vice-président du Sénégal, une personne très importante pour moi et pour la Banque mondiale et pour tout le monde, Afrique et también. I'm speaking Spanish now, sorry. Là, il m'a proposé un deal, je ne sais pas si je vais l'accepter, mes enfants. Il m'a dit si je veux rester ami de la banque et son ami, il faut que je lui laisse Mactar Diop. Alors ça c'est un autre problème. Mes enfants, on verra bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique, le Japon va renforcer sa présence sur le continent. Implication au moment où se pose avec acuité l'impérieuse nécessité d'avoir une force d'intervention africaine. Deuxième jour de la TICAD, marqué donc par la rencontre des chefs d'État sur la paix et la sécurité. On retrouve nos envoyés spéciaux, dont Pabiram Bigendiaï. C'est l'une des grandes résolutions de cette 5e conférence internationale de Tokyo. Désormais, le Japon sera beaucoup plus présent en Afrique pour contribuer à la résolution des crises sur le continent. Le premier signal fort lancé reste le soutien remarquable du peuple japonais au Mali. Un autre signe récent et éloquent de cette qualité est la contribution du Japon au règlement de la crise malienne avec 120 millions de dollars représentant le quart du montant total annoncé par les donateurs pour la MISMA en janvier dernier à Addis Abeba. Le renforcement des partenariats avec l'ensemble des pays du Sahel. De 100 milliards de yens sur 5 ans pour la stabilité et le développement du Sahel. Nous renforcerons les systèmes sociaux centrés sur l'alimentation, l'éducation et la santé dans une optique de protection des personnes. Il ne s'agit plus de se limiter à mener des actions de développement, puisque sans paix, il n'y a pas de place pour la croissance. Alors les dirigeants africains se mettent en ordre de bataille pour enrayer les nouvelles menaces qui ont pour nom terrorisme, trafic de drogue, entre autres. Le besoin de soutien et de partenariat stratégique est réel pour bâtir une paix durable et que l'Afrique joue son vrai rôle sur l'échiquier international. Le premier défi consiste à s'insérer dans la gouvernance mondiale afin que l'Afrique soit entendue au plus haut niveau multilatéral sur les questions qui concernent la paix et la sécurité. La promotion de la paix et de la sécurité commande à l'ensemble des nations un engagement soutenu pour réduire les vecteurs des crises et conflits. C'est pourquoi il nous faut lutter efficacement au plan international contre le terrorisme, les extrémismes, la piraterie maritime, le crime organisé et le narcotrafic qui étendent aujourd'hui leur champ d'action sur de vastes espaces. L'Afrique a besoin d'une force de réaction rapide pour rester autonome, résoudre les conflits et anéantir les foyers de tension. Le plaidoyer du chef de l'État en faveur d'une force africaine d'intervention est bien perçu. Le défi sécuritaire revêt aujourd'hui le même ordre de priorité que les exigences de développement économique et social. Le cas du Mali, le président Dioncounda Traoré vient de l'évoquer avec brio, un pays dont l'intégrité territoriale et les institutions démocratiques ont failli être anéanties en quelques jours. Cet exemple montre à quel point l'Afrique doit renforcer ses capacités de réaction pour ne pas rester le ventre mou du système international de lutte contre les nouvelles formes de terrorisme. Nous avons aujourd'hui un développement fulgurant du terrorisme international dans la bande sahélo-sahélienne. Nous avons en même temps un trafic de drogue qui a atteint des limites intolérables, ainsi que la piraterie.
dans le golfe de Guinée. Quelle réponse adéquate face à tous ces périls? La nécessité de la mise en place d'une force d'intervention rapide a été évoquée et se pose naturellement le problème de l'équipement, de la logistique, de la nécessité de l'échange d'informations, de la coopération transfrontalière et d'une force de réaction rapide. Le continent doit réagir. L'idée fait l'unanimité auprès de la communauté internationale. La France a réaffirmé son soutien à l'Afrique et l'exemple du Mali en est une parfaite illustration. Avec l'Union européenne, elle a mobilisé 3,2 milliards d'euros pour préparer l'après-conflit et organiser les élections présidentielles prévues le 28 juillet prochain. Parlant de crise africaine, le médiateur de la crise malienne, Blaise Compaoré, s'est entretenu avec Macky Sall. Discussion sur la situation au Mali et l'urgence de restaurer l'ordre constitutionnel avec l'organisation d'élections présidentielles. Par ailleurs, Macky Sall effectuera une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso pour renforcer bien sûr les liens de coopération économique entre les deux pays. Écoutons Blaise Compaoré et Macky Sall. C'est surtout moi qui suis venu voir le président Blaise Compaoré pour lui rendre une visite de courtoisie, pour le féliciter aussi pour ses efforts dans la médiation sur le conflit au Mali. Vous savez qu'il intervient énormément au sein de la CEDEAO dans des conflits pour, avec son expérience, faciliter le dialogue. Et ce travail se poursuit malgré donc, la situation actuellement au Mali. Dans l'événement des élections, j'étais venu échanger avec lui et aussi lui dire que je tenais à lui rendre une visite, parce que depuis que j'ai pris fonction, je n'ai pas pu le faire malheureusement compte tenu de l'agenda accéléré des conflits, aussi bien au Mali, en Guinée-Bissau, que des urgences nationales au Sénégal. Et nous avons aussi échangé au plan bilatéral et surtout partagé les visions sur la situation sécuritaire et la nécessité de mettre une force rapide d'intervention rapide dans la sous-région. Je pense que c'est une démarche amicale et fraternelle. On se connaît bien depuis bien longtemps et je crois que c'est toujours un plaisir avec le président Macky Sall de pouvoir partager nos vues sur la situation de notre région, mais aussi au-delà, parce que nous sommes là à la TICAD pour voir comment nous pouvons renforcer le partenariat international au profit de l'Afrique. Allez, on va prolonger la TICAD ici au Sénégal avec la coopération justement entre le Sénégal et le Japon. C'est aussi l'histoire des volontaires. De 1980 à nos jours, ils sont près de 900 à intervenir sur presque tout le territoire national. De la santé à l'éducation en passant par le développement des communautés rurales, que de bonheur partagé, que de succès enregistré, autant croiser les doigts pour que cette expérience soit sans cesse renouvelée. À Thiès, Ndeye Aïda a rencontré ses volontaires. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Moi je m'appelle Caroline et j'aime le chocolat. Ainsi commence tous les jours le cours de Caroline Manet, une heure d'éducation artistique pour inciter les plus jeunes à la création. Elle a développé chez les apprenants des capacités d'expression esthétique sans aucune limite. Son plat préféré? Bien sûr, tchéboudjen. Caroline le dessine avec ses élèves, mais elle sait aussi préparer du bon riz au poisson pour sa famille thiessoise. Ma famille sénégalaise, elles sont Diola, donc elle m'a donné mon nom. À quelques kilomètres de son école d'application, Amadou Mahtar Thiam, le centre régional de formation des personnels de l'éducation, ex-EFI, accueille sa compatriote Anna Meng. Depuis septembre 2011, elle participe à la formation des élèves maîtres. Anna a intégré le volontariat pour développer sa culture générale. Je peux trouver quelle est la différence entre le Japon et le Sénégal. Par exemple, au Sénégal, on mange avec les mains. Au Japon, on mange avec quoi? Avec les baguettes. Son cours, les sciences et les mathématiques attirent. Aujourd'hui, nous sommes sur l'approche par les compétences, à la différence de l'approche par les contenus. C'est très important que nos stagiaires soient formés là-dessus. Anna s'est bien intégrée, mais de là à se marier avec un Sénégalais, la réponse est sans équivoque. Les Sénégalais, normalement,
Un mari et avec les 4 femmes, c'est possible. Je n'aime pas deuxième, mais... Les différences sont donc parfois perceptibles, notamment au niveau de la langue. Iphigénie est acquiesce depuis quelques mois. La communication reste un souci dans sa mission de veiller à l'application de la méthode 5S. S comme séparer l'utile de l'inutile, systématiser, standardiser, se discipliner et enfin assurer la salubrité. Son prédécesseur a introduit cette forme d'organisation à l'hôpital régional de Thiès. Les archives étaient tellement désordonnées, il y avait trop de poussière, rien n'était classé. Donc depuis qu'ils sont arrivés, ils nous ont aidés à un peu aménager ça, pour essayer de modifier, transformer, pour qu'il y ait plus d'accessibilité pour la recherche des dossiers et autres. Caroline, Anna et Iphigénie, 3 jeunes volontaires japonaises à Thiès. Leurs autres compatriotes sont présents dans plusieurs localités du pays. 900 au total ont assisté le Sénégal depuis 1980 dans des secteurs comme la santé, l'éducation, le développement rural, entre autres. À l'école japonaise, on apprend rigueur, méthode et travail. Le pays du soleil levant qui a naturellement dardé ses rayons sur la radio-télévision nationale, vitrine du Sénégal. En 2006, le Japon avait mis à la disposition de la RTS un matériel audiovisuel moderne et très performant. Mieux, l'actuelle maison de la RTS, 6 avenue Malick Sy, est le fruit du partenariat entre le Japon et le Sénégal. Plus de détails avec Jaina Badja. Depuis 2006, la RTS dispose de matériel technique sophistiqué et cela a été rendu possible par la coopération japonaise à travers son projet de renforcement des capacités télévisuelles. Le programme a permis d'équiper entièrement les 2 studios TV1 et TV2. La RTS a subi des changements radicaux, notamment avec la salle de conversion de format, permettant de faire tous les transferts. Toutes les cabines de montage linéaire ont accueilli des machines hybrides qui facilitent la migration de l'analogique vers le numérique. C'est le cas des équipements Sony IMX. La coopération avec le Japon intègre également le volet formation. Des techniciens de la RTS se sont rendus à l'Empire du Soleil Levant pour se former et approfondir leurs connaissances dans l'exploitation et la maintenance audiovisuelle. La coopération avec la JICA s'inscrit dans la durée. Déjà en 1989, elle avait permis la construction et l'équipement de la nouvelle maison de la RTS au Triangle Sud. Autant de réalisations qui témoignent de l'excellence des relations entre le Japon et le Sénégal. Le 20e anniversaire de la TICAD coïncide avec le 50aire de l'OUA. Ce rendez-vous apparaît au continent qui n'a réalisé ni son unité, encore moins son essor, comme un moyen d'accélérer son développement. L'espoir est permis dans une Afrique courtisée par les grands, malgré tous ses problèmes. Le Japon est connu pour sa nature violente et son histoire heurtée constitue un modèle, un bel exemple de réussite économique malgré la récession. Les yeux du Nippon à la belle Afrique, c'est une chronique signée Omar Diaw. Les portes du sommet du cinquantenaire à peine refermées à Addis Abeba, que d'autres se sont ouvertes au loin en Extrême-Orient. C'est à Yokohama et non à Tokyo, comme l'indique l'acronyme TICAD, qu'a lieu cette grand-messe socio-économique quinquennale. Ainsi, en dépit des conflits armés, du déficit démocratique, du poids de la dette, du terrorisme inquiétant, facteur d'instabilité, des maladies, de l'ignorance, de la dépendance et de la malgouvernance, le continent intéresse encore de nombreux prétendants. Il s'appelle Japon, Chine, Corée du Sud, Brésil, Taïwan et Inde. Cette Afrique n'est pas courtisée que pour ses beaux yeux. Si on lui fait les yeux doux dès son ouest et du nord au sud, c'est que tout indique que c'est le continent de l'avenir avec ses potentialités agricoles et minières fabuleuses. L'Afrique a été le point focal de rivalités coloniales intenses à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, elle est le centre de gravité d'une rude compétition entre ses partenaires historiques et de nouveaux. Sur le vaste terrain africain, les Chinois investissent massivement et bousculent tout sur leur passage. Au début des années 2000, le volume des exportations nippones en Afrique était équivalent à celui de la Chine.
Actuellement, Pékin exporte 5 fois plus que son voisin vers le continent et ce n'est pas toujours du toc et de la camelote. Pendant que les pays riches voient leur croissance s'effondrer et tendre vers zéro, l'Afrique affiche un superbe taux de plus de 6% en 2012. Plus qu'un espace à aider, l'Afrique apparaît donc comme un espace d'opportunité pour les puissances économiques. À elles d'en faire profiter plus largement les populations pour réduire la pauvreté. Et même si le modèle japonais a été rudement éprouvé ces dernières années, l'Empire du Soleil Levant reste un exemple pertinent d'une nation adossée à sa culture qui a su vaincre ses handicaps naturels et les lourdes séquelles de l'histoire. En 1945, la situation de l'Afrique était beaucoup plus enviable que celle d'un Japon atomisé. Et l'Afrique ne devrait pas attendre que la bombe atomique lui tombe dessus pour amorcer son développement et son unité. Et justement, nous reparlons des 50 ans de l'Union africaine. Le continent en est encore à se demander quelle perspective pour une Afrique unie et renaissante. En atteste cette conférence animée par le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre. Son cri de cœur, faire taire ces sempiternels bruits de bottes et ces guerres interminables et exploiter surtout ces 2 tiers de réserves naturelles du monde qui se trouve en Afrique. Omar Baldé. Plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique tarde à s'unir. Les États-Unis d'Afrique, toujours une utopie. Au plan économique et politique, le continent est encore divisé, miné par des conflits récurrents. Tous les autres chantiers sont en friche. Tous les autres chantiers méritent d'être encore traités. Donc cela veut dire qu'en 50 ans, nous n'avons pas enregistré de grandes réussites. L'Afrique a besoin d'un sursaut. L'Afrique a besoin d'une rupture fondamentale. Et j'ai dit qu'il me semble que l'erreur, c'est de vouloir blâmer les acteurs et de laisser la vision. Pour moi, c'est aussi bien les acteurs. C'est la vision qui dit que l'unité de l'Afrique ne peut se faire que pas à pas, étape par étape. Cette vision a montré aujourd'hui ses limites historiques. Cette vision a échoué. Une Union africaine passe nécessairement par une vision claire. Et pour cela, il faut s'inspirer du sommet de 1963 pour arriver à l'union. Des propositions sont faites. Nous proposons une démarche collective. L'Afrique unie devient une puissance mondiale dans les 20-30 prochaines années. Nous disons que l'Afrique a sa place à côté de l'Inde, du Brésil, de la Chine, des États-Unis. Seulement, bien entendu, si l'Afrique est unie. 1 milliard à 2 milliards d'habitants bientôt, 1 tiers des réserves naturelles du monde, toutes les richesses du monde sont en Afrique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Leadership. Le leadership qui comprend que les peuples africains demandent, comme disait Nkrumah, crient pour l'unité. C'est cette unité-là que nous voulons et le plus rapidement possible. Selon le conférencier, la crise malienne a montré la vulnérabilité de nos États. Pour prévenir de telles menaces, il urge de mettre en place une force panafricaine avec des soldats bien équipés. Exploiter ce tiers des réserves naturelles du monde qui se trouve en Afrique est un défi pour le continent. Autre défi, les changements climatiques. Au Sénégal, les autorités tentent déjà une gouvernance verte et une gestion durable des terres. Au cœur d'un forum scientifique, entre autres les déchets plastiques, les ordures solubles, par jour, le Sénégal en produit 1800 tonnes. Comment faire face à toute cette problématique liée à notre environnement? Réponse dans cet élément de Seydina Alioune Fall. Au cours de cette rencontre, les experts ont sensibilisé et proposé des solutions sur la préservation de l'environnement. La gestion des déchets au Sénégal et particulièrement à Dakar est une des préoccupations de l'heure. 1800 tonnes de déchets solides sont produites chaque jour dans la capitale. Les 8% sont constitués de déchets plastiques. C'est désolant dans certains paysages du Sénégal où on voit des sachets plastiques partout, joncher le sol. Nous voyons des phénomènes de désertification, nous voyons des phénomènes de salinisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons prendre en tout cas à bord le corps ces différents phénomènes pour lutter en tout cas pour le bien des populations locales. Préserver la nature, c'est la clé de ton futur. Un message incitatif porté par ce forum scientifique. Il s'agit de conscientiser les populations sur la dégradation de l'environnement. Le défi actuel consiste à asseoir un nouveau paradigme dans nos manières de faire pour asseoir les bases de ce développement durable. Cela nécessite un engagement citoyen de chacun de nous pour faire de la protection de l'environnement une véritable réalité. À cet effet, notre pays s'est résolument lancé dans une stratégie nationale de développement durable
intégratrice, globale et basée sur les problèmes et préoccupations nationales. Les différents panels sont conduits par des universitaires, experts et techniciens du développement. Les recommandations issues de ce forum susciteront certainement plus de responsabilités éco-citoyennes. La saison des pluies approche. Les paysans guettent le ciel et aussi les engrais à juste titre. L'État a lancé le processus de distribution des engrais sur tout le territoire national. Avec le quota que l'État lui a alloué, l'opérateur économique Cheikh Amar a commencé l'acheminement du produit dans les communautés rurales. 150 camions, une bonne logistique, durée de l'opération 10 jours, reportage Amadou Aramtiam. Des camions avec leur chargement qui s'ébranlent vers la sortie de l'usine, c'est le président directeur général de la TSE qui lance ainsi les opérations d'acheminement de l'engrais sur l'ensemble des communautés rurales du Sénégal. Un quota de milliers de tonnes que Cheikh Amar vient enlever ici aux ICS, chargés du contrôle et de la qualité. Notre quota, on l'a respecté. Dans 10 jours, Inch'Allah, depuis hier, on a commencé à livrer. Je veux qu'on mobilise au minimum 150 camions et que dans les 10 jours à venir, qu'on termine tout ce qui est mis en place des engrais. Comme vous le voyez marqué sur les sacs, donc c'est du 15-10-10, ça c'est l'engrais pour le 1000. Bon, il y a les sacs blancs là, que vous voyez là, c'est le 6-20-10, c'est pour l'arachide. Pour éviter tout manquement, l'État porte une attention particulière au marché de l'engrais. Avec la capacité de production des ICS, le Sénégal a les moyens, sans importer, de satisfaire la demande de son agriculture. C'est interdit aujourd'hui, je ne sais pas si on le fait, je ne le suis pas, d'importer de l'engrais. Parce que ICS est là pour ça. ICS a une capacité de 300 000 tonnes. Aujourd'hui, le besoin du Sénégal est de 200 000 tonnes. Donc ICS peut faire tout. Avec plus de 60% de la population qui s'active dans le secteur, l'agriculture se positionne comme le moteur du développement. Un enjeu compris par l'État qui fait du secteur un levier pour porter la croissance économique du pays. On en parlait dans les titres de ces êtres qui sont des êtres à part entière et pourtant ils sont considérés comme des êtres à part. Eux, ce sont les albinos, bannis, stigmatisés par la société et souvent persécutés par des individus en quête de statut social. Selon des croyances, certaines parties de leur corps feraient des miracles. Pratiques mystiques naturellement condamnées par la religion, entre maladie, angoisse et clichés dans l'univers des albinos. C'est une enquête réalisée par Louise Bibza. Harcelés et pourchassés comme des proies, les albinos font de nos jours l'objet de sacrifices humains. Sur la route des HLM, Astougué, veuve et mère de 5 enfants, a fait de l'arrêt des cars rapides son lieu de travail. Elle vit de mendicité. waaw loolu laaj nañu ko waaye ba am na problème ak man fii mos nañu ko laaj fii kay sama karaw bi pour ma joxe ko ba benn coxeur fii ñëw ne dafay sàcc sama karaw yóbbu ko naquloo moom ba ma bëgg a xeex ak moom ma ne ko man sama karaw kenn du ko yóbbu. La cinquantaine passée, Madame Gay a connu 1001 agressions. Très convoitée, elle reçoit plus d'offrandes que ses autres camarades mendiants de la place. Seulement, derrière ces offrandes se cache un mal insoupçonnable. neen Asugee daal benn yoon lañ ko mos a sarax bu bon. ferkaal la woon bu ñu amoon mbuus mu baaxul daal affaire yi deret yooyu. yow ñu la ko saraxoon gis nga leen. ay xale góor ak jigéen la woon daal borom oto. waaw. daa ñëw rek jox la ko xanaa. daa ñëw rek am ko ci mbuus mi jox ma yëkkati ma tekki mbuus mi rek ma seet muy affaire boobu ma sànni ko. jamono élection yi la woon quoi moo tax jamono yooyu asu day tëju du ñëw dañuy ñëw fii ak seen sarax dañ fi fekk les mendiants mais dañuy ana asugay nekk fi gisu leen fu muy xamu leen fu muy nekk même dañ koy wër ci biir dans les rues mais boobu mu ngi këram toog. Dans nos sociétés traditionnelles africaines qui développent un certain nombre de croyances essentiellement articulées autour de l'animisme, Asugé est l'arbre qui cache la forêt. Tous les albinos, tous sexes confondus, sont persécutés.
La personne ne m'a peut-être pas dit que c'est pour cela qu'elle voulait se mettre avec moi, mais c'est dans les comportements, les attitudes que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Mais bon, Dieu merci, on n'est pas allé plus loin que ça, quoi. La personne se disait que le fait de se mettre ou d'avoir des relations avec une femme albinos devait peut-être lui apporter un statut social plus élevé, un peu plus d'argent. Pour mieux comprendre l'origine de cette ruée vers les albinos, nous nous sommes intéressés à leur sociologie, histoire de savoir pourquoi ils sont courus. Une sorte de persécution est faite à l'endroit des albinos. Considérés comme une sorte de population qu'on nous a envoyée dans une certaine mesure pour répondre à nos besoins en termes de sacrifice et permettre aux dieux, le cas échéant, de répondre à nos préoccupations. Beaucoup sont ces charlatans qui se positionnent comme pontifs entre ces deux mondes, qui demandent à ceux-là qui sont leurs clients de faire sacrifice d'un organe humain appartenant à un albinos de manière à réussir dans une entreprise. Dans une société de plus en plus matérialiste où la part du gain facile guide les esprits, certains praticiens estiment que les albinos sont une catégorie dévolue au sacrifice. Les albinos, ce sont les phénomènes que Dieu les a amenés ici comme nous, quoi, qui sont de bonheur, quoi. L'idée, c'est que quand vous allez voir un charlatan qui vous demande de faire un sacrifice ou une offrande qui n'est pas compliquée, le plus souvent, vous n'accordez pas confiance en ses propos. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'albinisme qui a pourtant une explication rationnelle. L'albinisme est une maladie héréditaire portée par les chromosomes non sexuels. Il faut que les deux parents soient porteurs du gène pour que l'enfant ait une malchance d'avoir la maladie. L'albinisme est caractérisé par un défaut de fabrication de la mélanine et c'est cette non-production de mélanine qui fera qu'on aura des problèmes cutanés par un excès de soleil. Un épaississement de la peau, un vieillissement prématuré de la peau et le plus grave, c'est l'apparition des cancers cutanés. Contrairement à une idée répandue, il n'existe pas un régime alimentaire spécifique aux albinos. Ce qu'on ne mange pas, c'est les crustacés. Non, c'est un problème de pigments, aucun repas, aucun régime alimentaire particulier. On pensait que les albinos n'avaient que le soleil comme seul ennemi, et bien non, dans certains cas, leur peau blanche est mise à prix. À l'université, j'ai été harcelée à plusieurs reprises, et par de jeunes personnes, hein, c'est ça le plus grave, par de jeunes personnes et qui demandaient directement à avoir des relations intimes. Il n'y a pas de problème de porte-bonheur ou quoi que ce soit. Les albinos sont des êtres tout à fait normaux, c'est juste un problème de pigmentation. Pour moi, c'est un handicap comme un autre. C'est des êtres humains, c'est la création d'Allah. C'est comme je pouvais être né étant albino. Dans certaines familles, il est souvent difficile d'accepter la venue d'un bébé albinos au monde. La maman de Faketa constitue une exception. C'est un enfant comme tout autre enfant. Il fallait juste bien s'en occuper seulement. Mais je savais qu'elle était harcelée dans la rue. Je lui parlais. Ne fais pas attention à ces moqueries et autres. Les moqueries des uns et des autres n'ont pas affaibli l'artiste. Au contraire, elles lui ont donné plus de courage. Aujourd'hui, elle mène un combat pour la protection des albinos. Je suis bassiste de la formation musicale Takeifa et je suis en même temps actrice sociale. Elle œuvre surtout pour la sensibilisation des albinos ici au Sénégal, mais la sensibilisation aussi de l'entourage des albinos ici. En dépit de l'existence d'une législation générale, les albinos doivent mener un combat permanent pour la vie. Il y a une loi à l'Assemblée nationale, c'est une loi qui protège l'enfance et les couches vulnérables. C'est inadmissible. Nous sommes au XXe siècle, qu'on puisse faire des sacrifices humains. De toute façon, ceux qui le font, ils perdent leur temps. Les religions révélées ne sont pas en reste. Toutes condamnent ces pratiques jugées ignobles. L'islam ne reconnaît pas. L'islam est venu donc pour bannir toutes ces pratiques anciennes qui étaient donc avant l'islam. Eh bien, l'Église condamne fermement tous ceux qui s'en prennent aux albinos en s'appuyant sur l'écriture sainte de la Bible. Tout homme est une histoire sacrée. S'en prendre aux albinos traduit un obscurantisme inversement proportionnel à l'éclat de leur peau. Il s'agit de survivance de pratiques mystiques païennes d'un autre âge. Les albinos souffrent déjà suffisamment de l'absence de mélanine qui les expose à certaines affections. Si en plus ils sont transformés en objets rituels, c'est à se demander dans quel monde on est. Devant le seul maître, Dieu, les hommes naissent libres et égaux à méditer. Merci Louise.
Santé avec cette journée de dépistage à Mbacké, dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus et du glaucome. 3 maladies devenues un véritable problème de santé publique. Des dizaines de personnes ont été auscultées et c'est à l'actif du ministère de la Santé en collaboration avec la Jeune Chambre internationale et l'association Prévenir qui nous prévient bien de ce danger. Dame Silla. Cette journée de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du glaucome est bien saisie par les populations du département de Mbacké. Les habitants ont répondu massivement à l'appel dont l'objectif est de les prévenir contre ces 3 maladies qui aujourd'hui sont de véritables problèmes de santé publique. Ce qui nous plaît le plus aujourd'hui, c'est que certaines femmes qui d'ici certaines années pourront faire des cancers seront dépistées aujourd'hui et seront sauvées. Nous attendons d'abord que puisse satisfaire la population, que les gens puissent se consulter et savoir s'ils souffrent de ces différentes maladies, que ce soit le cancer du sein, du col de l'utérus ou du glaucome. Et après que nous puissions, ensemble avec nos différents partenaires, procéder au suivi pour les cas qui seront détectés ici. Au Sénégal, le cancer est la première cause de décès pour les personnes âgées de plus de 40 ans. Et pour celui du col de l'utérus, il est le premier cancer qui affecte les femmes. Une situation souvent causée par un manque de moyens des populations pour se faire soigner. Combien parmi elles auraient eu les moyens pour aller jusqu'à Dakar, faire un frottis, faire une colposcopie, faire une biopsie, faire une conisation, faire un laser, faire une cryothérapie? Aucune de ces malades n'aurait pu le faire. Il y a effectivement un besoin de santé de population. Elles n'ont pas souvent accès à des spécialistes, encore moins à des services de dépistage. Et je pense que c'est l'occasion pour elles, n'est-ce pas, de se faire dépister, de savoir ce dont elles souffrent et de pouvoir travailler, n'est-ce pas, à avoir des soins de qualité. Pour mieux prévenir le cancer et les autres maladies chez les populations, le ministère de la Santé compte installer prochainement un centre de dépistage permanent dans le département. Le gouvernement, dans sa politique de santé, veut réduire considérablement le taux des infections chroniques sur tout le territoire national. Politique Boulal, dans le département de Linguère, point de convergence des apéristes, ils sont venus assister au meeting de Aly Ngouille Ndiaye. Retour sur les temps forts avec Mansour Sow. Une importante mobilisation. Boulal a mis les petits plats dans les grands à l'accueil du ministre de l'Énergie et des Mines. Un meeting organisé par un fils du terroir. En relation avec les autres frères de parti, notre objectif essentiel aujourd'hui est d'élargir les bases du parti pour en faire la première formation politique du pays. Participer activement à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections municipales et rurales et contribuer à la mise en œuvre de la vision du président de la République qui consiste à faire du Sénégal un pays moderne, prospère et où il fait bon vivre. Foyer des jeunes, maternité, forage. Voilà entre autres doléances des populations de Boulal. L'ordre du jour promet d'apporter des solutions. Aly Ngouille Ndiaye a saisi l'occasion pour sonner la mobilisation en vue des prochaines élections locales. À Boulal, le président Macky Sall a gagné au premier tour, au deuxième et au troisième tour. Et je suis sûr que le parti du président Macky Sall, l'Alliance pour la République, la coalition Benno Bokk Yakaar remportera haut la main les prochaines élections à venir. Pour cela, le parti, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, président du parti, doit ouvrir ses portes à l'ensemble des fils du Sénégal. Durant plus de 4 heures, les artistes de la localité ont tenu en haleine les militants. Auparavant, le ministre de l'Énergie et des Mines a demandé à la population de Boulal et environ de s'inscrire massivement sur les listes électorales. En attendant, le Conseil supérieur islamique a tenu hier son congrès extraordinaire. Ahmed Yan Thiam a été porté à la tête de l'Institut. Il promet d'œuvrer pour l'unité des familles religieuses et de l'islam en général. Nous l'écoutons. Le congrès est tenu par les délégations de 14 régions, mais aussi le Conseil supérieur est tenu
avec la participation des délégations de tous les chefs religieux et avec la participation des érudits, des grands érudits, francophones et arabophones, des professeurs de l'université. Nous nous sommes tous rencontrés ici à l'Institut islamique. Le Congrès a élu le comité directeur, un comité directeur. Il a élu également un bureau national et un secrétariat permanent. Ce sont ces organes qui feront marcher ce conseiller supérieur islamique. Nous vous promettons de travailler nuit et jour pour réaliser au moins ou encourager l'unité de l'islam. Si vous voulez un nouveau décor pour votre salon, la foire des Iraniens vous souhaite la bienvenue. Les expositions se tiennent à la Galerie nationale d'art. Cette foire se tient pour la 15e fois, Ibrahim Ndong. Avenue Hassan II, cette matinée du samedi, la circulation est fluide. Mais un endroit de cette allée attire la curiosité des passants. La Galerie nationale d'art. Ici se tient la foire des produits iraniens depuis le 30 mai. Des tapis persans, des vases, entre autres objets d'art meubles de décor. Le savoir-faire des artisans iraniens mis en exergue, les visiteurs apprécient. Les prix sont abordables pour le moment. J'ai acheté un cilier poivrier. Parce que je passais ici par hasard, je me suis dit que pourquoi pas ne pas jeter un coup d'œil pour voir les produits et tout. Parmi ces échantillons, ce salon, il porte le nom de Louis XIV. Il est la préférence des Sénégalais. Cet modèle, c'est à cause de à la demande des Sénégalais qui nous a demandé toujours le style de le salon Louis XIV. C'est pour cela que les commerçants iraniens choisissent ce modèle. Les artisans sénégalais sont donc invités à visiter cette foire pour s'inspirer de l'expertise iranienne. C'est un domaine à exploiter. Je suis en train de voir avec les autorités compétentes sénégalaises comment nous pouvons échanger nos expériences dans le domaine de l'artisanat. Donc ce que vous voyez ici, c'est des échantillons. Moi, je peux peut-être inviter les Sénégalais, les artistes sénégalais de venir voir et aussi de nous faire des propositions comment nous pouvons échanger nos expériences pour renforcer la coopération dans le domaine de l'artisanat. 15e édition du genre, la foire des produits iraniens est un moment de découverte et d'échange. Et à ce 3e jour, les clients se font désirer. L'Espagne est prête à assurer la formation des jeunes Sénégalais au retour pour leur permettre de se réinsérer dans la vie active. La promesse est faite par la directrice de l'Agence de coopération et d'immigration de Palma de Majorque qui a reçu le ministre des Sénégalais de l'extérieur, Seynabou Gaye. Seynabou Gaye Touré donc qui vient d'effectuer une visite de quelques jours en Espagne pour rencontrer nos compatriotes. Luis Bitza. L'Espagne, premier pays européen visité par le ministre des Sénégalais de l'extérieur. Cette destination s'explique par des difficultés auxquelles les expatriés sénégalais font face. Parmi ces problèmes, l'immigration et son lot de désespoir. À Palma de Majorque, la directrice de l'Agence de coopération et de l'immigration et la tutelle ont promis conjuguer leurs efforts pour la réinsertion des jeunes. J'ai vu une démarche innovatrice. J'ai pu mesurer combien la ministre est déterminée à faire changer les choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avec le gouvernement du Sénégal, nous pouvons réaliser des projets qui vont aider les jeunes Sénégalais qui vivent aux îles Baléares, parce que ces jeunes-là sont des jeunes, certes du Sénégal, mais également ce sont des jeunes des îles Baléares parce qu'ils résident ici chez nous. La possibilité, elle a accueilli notre idée. On était dans une convergence d'idées qui va dans le sens de changer la vie des jeunes Sénégalais qui vivent dans ce pays et qui n'ont pas d'activité prometteuse. Donc nous allons toutes les deux travailler à apporter le réconfort qu'il faut à ces jeunes en leur offrant la possibilité d'investir et de travailler dans leur pays
et à s'y former. Pour cela, nous allons mettre en place un comité de pilotage, pourquoi pas, qui va dessiner les contours de cette coopération dont j'en suis sûre seront bénéfiques pour nos deux pays. De Madrid à Saragosse, en passant par Barcelone, le ministre et sa délégation ont eu une série de rencontres avec les ressortissants sénégalais. Dans la capitale espagnole, les doléances ont porté cette fois-ci sur la scolarité des enfants, l'homologation des permis de conduire, l'octroi des visas, entre autres. Après avoir assuré ses compatriotes, Seynabou Gaye Touré s'est rendu au domicile du défunt Lamine Gueye, tué il y a quelques jours en Espagne, pour présenter les condoléances du président de la République et du gouvernement. Football. Le Jaraaf de Dakar s'est imposé face à l'AS Douane 2-0. Malgré les problèmes de salaire qui secouent l'équipe de la Médina, elle continue sa marche victorieuse. NGB a aussi gagné face au GFC 3-0, de même que le Port qui a battu l'US Gorée 2-1. Round-up signé Abdou Aziz Ban. Vainqueur de l'AS Douane, le Jaraaf conserve sa deuxième place au classement. L'équipe de la Médina connaît toutefois une crise interne. Des salaires impayés sont à l'origine. Disons la vérité, ce problème existe. Mais je pense que peut-être nos dirigeants sont conscients. On a tenu une rencontre aujourd'hui, dirigeants-joueurs, ça s'est bien passé. Je crois qu'il y a un langage de vérité qui a été dit. Malgré les difficultés, les joueurs ont répondu présent, ce qui fait qu'ils aiment leur équipe. Contre l'AS Douane, la crise ne s'est pas fait ressentir. Les Verts et Blancs ont gagné par 2-0. Une ouverture du score signée Ibrahim Cissé à la 22e minute. Une belle frappe qui surprend le portier des Gabelous. C'est à 5 minutes de la fin du match que le Jaraaf inscrit son deuxième but. Baba Kébé, entré en cours de jeu, double la mise pour son équipe. En match avancé de cette 19e journée, Niary Tally n'a pas fait dans les détails face au Guédiawaye Football Club. Une victoire 3-0 pour les Galactiques. Deuxième victoire en autant de sorties pour le nouvel entraîneur. Niary Tally tient son imam. Non, c'est vrai, le monsieur de ça quoi, mais je suis jeune et je sais comment travailler avec les joueurs quoi. Tout d'abord, il faut féliciter les joueurs. Hein. Je rends grâce à Dieu et il faut féliciter les joueurs. Bon, on est là, bon, je pense qu'on est en train de redonner une nouvelle dynamique à l'équipe quoi. Abdoulaye Ndao sur cette bourde du portier ouvre le score pour Niary Tally dès la 4e minute. Il revient à la charge pour son doublé de la soirée. On joue la 31e minute. Le troisième but de Niary Tally est l'œuvre de Talambay à la 89e. Autre équipe ayant enregistré une victoire au cours de cette 19e journée, le Port. Les portières ont battu l'Union sportive de Gorée par 2-1. Le premier but est signé Mamadou Lamine Ndao à la 11e minute. Les insulaires obtiennent un penalty. Il est transformé par Henri-Olivier Kabou à la 34e minute. Fadel Fall donne la victoire au Port avec ce deuxième but. Cette victoire permet au Port autonome de Dakar d'occuper provisoirement la 4e place du classement. On parle toujours foot avec la vieille dame. La vieille dame serait-elle victime du poids de l'âge? Coup de massue sur la Jeanne d'Arc de Dakar reléguée en National 1, c'est-à-dire en 3e division, comme si le monde s'effondrait sur ce club qui a valu au football sénégalais tant de satisfaction. Au banc des accusés, une touche financière et une mauvaise gestion du club. Salut Sec. Cour Sainte-Marie de Anne, au cœur du quartier Anne-Marie, se trouve le stade d'Ego, le terrain d'entraînement de la Jeanne d'Arc de Dakar. 72 heures après la défaite face au Dakar Sacré-Cœur, qui relègue le club en National 1. Seuls 5 joueurs sont présents. C'est ce qui ont prôné le consensus, excusez-moi du terme, ont tous fui. Et ont laissé les joueurs à eux-mêmes. Ils ont laissé les clubs mourir. Les joueurs ne connaissent pas les dirigeants, les dirigeants ne connaissent pas les joueurs. Je suis un assidu des entraînements. Mais croyez-moi, nous sommes 4, 5, 6 personnes. Une déception totale de la part des joueurs. Vous savez, hein, ils ne s'attendaient pas à cela. Ils se sont décarcassés durant toute une saison. Courageusement quand même, pour quand même essayer de maintenir cette équipe en Ligue 2. Mais malheureusement... Des responsabilités partagées, mais le coach a vite fait d'assumer. Je suis le principal responsable. Quoi qu'il en soit, d'abord mon devoir c'est d'assumer tout ce qui s'est passé. Au plan financier aussi, les joueurs de la GIA souffrent. C'est une situation que l'on vit depuis le début de saison. Pas de salaire, pas de transport, pas de prime.
pas de présence de dirigeants, il n'y a rien. La vieille dame doyenne des équipes sénégalaises, créée en 1921, a un palmarès 10 titres de champion du Sénégal, 6 fois vainqueur de la Coupe du Sénégal, finaliste de la Coupe CAF et demi-finaliste de la Ligue africaine des champions. C'est dire que la GIA a eu à jouer le premier rôle dans le football sénégalais. L'une des plus vieilles équipes du Sénégal, l'une des équipes les plus glorieuses de ce pays. En National 1. C'est une immense déception pour moi parce que cette équipe-là, c'est elle qui m'a révélé au plus haut niveau. Avec cette équipe, j'ai fait presque toutes mes classes, junior, équipe nationale, espoir, senior. Donc c'est une équipe qui m'a révélé au plus sénégalais. Lors de leur dernier match, j'étais ici au stade des Modiot. J'ai même pleuré parce que j'ai pensé à beaucoup de choses. La GIA, depuis 2 ans, est en Ligue 2. Avant même la fin de la présente saison, elle est reléguée en National 1. L'AG de Consensus n'a pas pu éviter au club la descente aux enfers. Les gens avaient parlé d'une assemblée de consensus et ça a été la grande erreur. Il fallait une assemblée générale de rupture. Il fallait tout balayer et recommencer à zéro. L'important aujourd'hui, ce n'est pas que la GIA revienne vite. Le plus important, c'est de bâtir un grand club. Mais là, il faudrait des fondements solides. Et comme je l'ai dit tantôt, avec un nouveau type de dirigeant. Des perspectives en vue, mais dans le court terme, il y a la dernière sortie de la GIA en Ligue 2. Son dernier match face à la Renaissance mardi prochain. La vieille dame va-t-elle honorer ce rendez-vous sportif? Fin d'une épopée pour la vieille dame, l'épopée qui se poursuit pour Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 conserve donc sa couronne de roi des arènes. Le chef de file de l'école de Balla Gaye a battu Tapha Tine ce dimanche. Une victoire nette et sans bavure. Le lion a bouffé du géant Seydina Alioune Djigo. Le cognard cogné, le placard plaqué, Tapha Tine battu sur son propre terrain. Son adversaire, le Lion de Guédiawaye, a répondu présent au combat à sens unique qui a duré moins de 3 minutes. Balla Gaye 2 ne fait pas dans le détail. Avec cette victoire, il conforte son statut de roi des arènes. Son trône n'aura jamais vacillé dans cette confrontation, l'épilogue d'une belle journée de lutte. Dans les autres combats, il s'appuie s'est refait une santé en gagnant Roch Ballard par points. Diarab a usé de sa technique pour venir à bout de Norini. Et puis, solution à régler l'équation Petit Tigre. Cette journée de lutte organisée par Aziz Ndiaye Productions a pleinement répondu aux attentes des amateurs. Merci Seydina Alioune Djigo. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de votre aimable attention. Et c'est au nom de toute l'équipe qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition. Excellent début de semaine à tous.